Bon, bah, bienvenue à cette conférence sur la réforme de la facturation électronique en France. Et au nom de toute l'équipe Simtrack, c'est vrai que Pierre-Dominique a déjà remercié les équipes marketing. On rajoutera peut-être aussi l'ensemble des équipes parce que c'est une grosse préparation, à la fois pour préparer les solutions et puis pour préparer l'informatique. Un grand hug à notre ami Arnaud de l'informatique parce que c'était pas évident. Il y a quelques jours, ça fonctionnait pas trop, mais on a réussi à bien travailler. Donc ça, c'est quelque chose. Donc, au nom de toute l'équipe Simtrack, je suis ravi de vous accueillir en visioconférence. On l'a vu. Et puis donc en présentiel pour ceux qui sont ici, merci d'être présents pour cette mini table ronde. Et c'est vrai qu'à quelques mois des premières échéances, nous avons beaucoup discuté de PDP, de OD, et nous-mêmes avons contribué à cette discussion puisque lors de nos conférences, ce sujet a occupé une place prépondérante, je dirais, dans les conférences et les cahiers des charges des entreprises. On a pu le constater, je crois que vous aussi du côté de l'AIFE, de la DGFiP, vous avez pu le constater. Il est presque devenu, je dirais, facile d'oublier un des acteurs principaux, l'acteur principal, on va dire peut-être une clé de voûte de tout le dispositif, à savoir le portail public de facturation et ses équipes, représentées ici par Sabrina Huet, donc de l'AIFE. Bonjour Sabrina, encore une fois. Bonjour. Et puis, sur tous les aspects de mise en conformité fiscale, Mathieu Le Gall, qui est donc de la DGFiP. Rebonjour Mathieu. Bonjour. Alors, c'est vrai que comment dire, c'est Kant qui disait que l'éthique, en fait, ce qui est important de savoir, c'est que l'éthique, ça va être quand même quelque chose qui va elle va reposer, je dirais, sur une idée que les actions doivent être guidées par un devoir du sens commun, du sens moral, et non par des conséquences ou des motivations personnelles. Eh ben, on va essayer d'appliquer effectivement cette phrase au cours de notre présentation, parce que notre objectif, on va voir que cette réforme va bien au-delà du simple choix d'une PDP ou d'une OD. Elle va impliquer une refonte complète de la manière dont les entreprises vont émettre, recevoir, transmettre, traiter leurs factures, tout en respectant bien sûr les normes fiscales, Mathieu, bien sûr, ça c'est le premier point, et qui sont établies depuis longtemps parce qu'elles n'ont pas beaucoup changé quand même, ainsi que la mise à disposition des données de facturation, puisque la donnée va devenir le centre de l'activité de la facturation électronique, ce n'était pas le cas précédemment, à la fois pour la DGFiP et puis à la fois pour toutes les entreprises qui vont être en capacité de transformer ce changement en une opportunité pour pouvoir exploiter le mieux. Il est donc, je dirais, crucial de repenser l'ensemble des processus de facturation, clarifier les acteurs, c'est l'objectif qu'on va se donner, d'identifier les impacts, définir les objectifs pour éviter. Donc ensemble, on a une mission, on est tous sur le même bateau et on va commencer par recentrer notre attention sur l'essentiel, le portail. Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis donc Marc Daman, effectivement référent de la facturation électronique pour le groupe Simtrax. Et je vous remercie de votre présence. Et pour en parler, pour bien comprendre ce que je viens d'énoncer, quoi de mieux que d'être accompagné par Mathieu et Sabrina, que je vais laisser dans un premier temps se présenter. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je suis Sabrina Huet. Je suis directrice du projet transverse du portail public de facturation à l'Agence pour l'informatique financière de l'État. Donc, cette agence, en fait, est dépendante du ministère des Finances. Donc, certes, je ne suis pas DGFiP, mais on est des cousins assez germains. Avec Mathieu, effectivement, l'agence est assez proche de la DGFiP. Et donc, je suis en charge de la construction du portail public de facturation ainsi que sa stratégie d'accompagnement par rapport aux entreprises, évidemment. Merci Sabrina. Mathieu Le Gall. Donc moi, je suis chargé de mission au sein de la Direction générale des finances publiques. Donc, vous connaissez en tant qu'administration fiscale, rattachée également au ministère de l'économie. Au sein de cette direction, il y a une direction de projet qui est dédiée à la facturation électronique qui s'est constituée il y a 2 ans et qui est à l'origine des premiers textes juridiques qui sont sortis, c'est-à-dire les arrêtés, les décrets, et qui est en train de travailler sur la doctrine fiscale et qui a notamment en charge la coordination de tous les acteurs qui sont membres de ce projet, que ce soit en termes d'accompagnement, de coordination, de construction juridique, de capitage. En fait, c'est une structure qui chapeaute le dispositif pour que tout se passe bien au moment de la généralisation.
voilà rapidement pour la présentation. Merci Sabrina, merci Mathieu pour cette introduction. J'ai oublié de le dire d'un point de vue un petit peu pratico-pratique, on va favoriser les questions effectivement de la salle dans le cadre de la présentation parce qu'on va voir que le programme est assez chargé. Et puis derrière, vous avez la possibilité de poser vos questions directement donc, dans l'application GoToWebinar. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, on va faire le tri. Si on ne peut pas y répondre en live, bien entendu, on y répondra par écrit juste par la suite. Il va de soi. Cela va de soi. Alors, justement, au niveau du programme, on va refaire un point de situation sur la réforme. Quoi de mieux que Sabrina et Mathieu pour le faire? Recentrer, je l'ai dit, sur les services du PPF, donc le portail public de facturation, donc le portail public de l'État. Focus sur les difficultés. Et là, c'est de se dire, on va se positionner dans le sens au niveau des entreprises. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais d'avoir une présentation descendante de l'administration vers les entreprises, c'est de se dire, nous, en tant qu'entreprise, on est confronté à des flux. On a un flux en France, on a un flux à l'étranger, et on va essayer de voir le point de vue, le regard sur la question de l'AIFE et de la DGFiP au niveau de l'émission, la réception, la conservation, un sujet et un enjeu très très important, et puis bien sûr le e-reporting qui n'est pas si simple à expliquer, notamment dans les spécifications techniques, on a pu constater que tout n'était pas forcément encore très très clair, et on va revenir sur quelques cas d'usage, en particulier la migration du portail existant Chorus Pro, qui est la stratégie de l'AIFE, puisqu'on est parti du portail Chorus Pro pour aller vers ce fameux portail public de facturation. Et ensuite, on parlera justement, Sabrina en a parlé dans son introduction, du dispositif d'accompagnement avec cette phase pilote. Alors, je vois qu'il y a déjà beaucoup de questions. Très bien. Donc, c'est pendant cette phase-là, sur les focus des difficultés des entreprises, qu'on reviendra sur les différentes questions. Alors, les grands principes de la réforme, pour revenir, on va commencer par revenir sur les grands principes de la réforme et je laisse donc la parole à Sabrina ou Mathieu. Je ne sais pas lequel des deux on veut commencer. C'est moi qui commence pour les grands principes de la réforme. Alors, quelques éléments de contexte pour débuter avant d'entrer dans le vif du sujet. Cette présentation se veut synthétique, comme disait Marc, on va laisser beaucoup de temps aux échanges et la possibilité de usage. Pour autant, c'est toujours bien de rappeler le contexte dans lequel on est, notamment le contexte international. La facturation électronique, c'est quelque chose qui existe déjà depuis les années 90. Alors, ça peut paraître surprenant, puisqu'on parle de révolution des données, etc. En fait, ce n'est pas quelque chose de complètement nouveau. Il y a déjà de nombreux pays dans le monde qui se sont mis en ordre de marche pour la facturation électronique. Alors, dans le monde, en Amérique du Sud, par exemple, il y a des pays qui ont commencé, comme le Mexique ou le Brésil, dès 2005-2010 à faire la facturation électronique. Et en Europe, on a des pays comme l'Espagne, l'Italie, qui ont déjà mis en place des portails publics de facturation et qui pratiquent la facturation électronique depuis quelques années, ce qui permet aujourd'hui, nous, France, qui en sommes dans l'expérience, d'avoir des vrais retours d'informations, c'est-à-dire c'est pas juste du prospectif, c'est pas juste des statistiques, on connaît réellement les effets positifs qu'ont la réforme de la facturation électronique sur l'économie, sur les entreprises et pour les États. Toujours en termes de contexte, il faut savoir qu'au niveau européen, actuellement, il y a un projet de directive qui existe au niveau de la Commission européenne qui vise à généraliser la facturation électronique d'ici 2028 dans tous les États membres. Alors, ce n'est pas encore complètement terminé, il y a encore des ajustements à faire. On est en phase de la consultation publique avec les États membres et comme vous le savez, avec l'Europe, parfois ça peut prendre du temps. Pour autant, on voit bien qu'on est engagé dans un mouvement qui est largement plus large que la France et que la France, au final, ne fait que s'inscrire dans la continuité de ce qui se fait dans le monde en termes de facturation électronique, puisqu'il y a un consensus global, que ce soit du monde des entreprises ou des États, pour dire qu'il y a vraiment des gains, mais des gains importants en termes de rationalisation, en termes de délai de paiement, en termes simplement d'économie. Il y a même des impacts écologiques qui sont jugés positifs avec la facturation électronique, qui permettent de dire, ben oui, il faut y aller. Alors, en termes d'objectifs. Oui. Mathieu, juste une petite chose, parce que je reçois beaucoup de messages et c'est vrai qu'ici, on a aussi un petit peu de mal d'être le plus proche possible du micro pour bien que les personnes puissent comprendre. Pardon pour cette interruption. Pas de problème. Si vous m'entendez mieux comme ça, peut-être, je me rapproche un petit peu plus de mon micro. Donc, super, voilà, merci. Pour le contexte de la réforme, contexte mondial, contexte européen, des projets d'ici 2028 pour qu'au niveau européen, ça fonctionne dans tous les pays
membres de l'Union européenne. Donc, ça signifie qu'on est vraiment sur quelque chose qui va se développer et qui n'est pas une initiative uniquement de l'administration fiscale française, puisque les bénéfices, on va en parler dans la slide juste après si on peut y passer, sont vraiment multiples. Le premier point qu'on cite sur les bénéfices, c'est évidemment pour les entreprises. Alors, juste un chiffre, pour les TPE-PME, on estime le gain à 4,5 milliards d'euros par an. Donc, c'est pas rien du tout, c'est des montants qui sont importants, essentiellement liés au coût de la facture, c'est-à-dire qu'on donne souvent ce chiffre. Une facture électronique, ça coûte environ 1 euro, une facture papier, la chaîne de traitement, c'est entre 7 et 13 euros. Donc, on voit rapidement qu'on peut avoir beaucoup de gains financiers pour les entreprises avec des dispositifs d'intégration directe des chaînes d'écriture comptable qui doivent permettre de rationaliser beaucoup de tâches. Pour l'État, il ne faut pas se leurrer non plus, on ne s'en cache pas. Il y a une volonté de lutter contre la fraude fiscale à la TVA. On le sait, en France, les dernières études estiment que c'est entre 15 et 20 milliards d'euros par an. Les budgets français et européens en ce moment sont compliqués à boucler. Donc l'État, effectivement, essaie de lutter contre la fraude. Maintenant, ça se fait au bénéfice des opérateurs de bonne foi, pour connaître bien le monde des entreprises, pour y avoir vraiment officié assez proche dans des années précédentes. Il n'y a rien de plus énervant pour un entrepreneur que de perdre un marché parce que son voisin ne respecte pas les obligations et ne respecte pas les obligations fiscales. Donc on est vraiment dans l'optique là de faire en sorte que l'argent qui est dû par les opérateurs économiques entre bien dans les caisses de l'État. Là encore un chiffre, l'Italie qui a mis en place le dispositif en 2019 annonce des recettes budgétaires en termes de TVA de 3,5 milliards d'euros par an supplémentaires, notamment sur les remboursements de crédits de TVA qui sont mieux contrôlés et mieux ciblés. Troisième obligation qui va permettre de renforcer l'attrait du dispositif, c'est la connaissance en temps réel du monde des entreprises. On l'a vu pendant la crise sanitaire, on le voit encore pendant l'aide à l'énergie. L'État met en place de nombreux dispositifs ciblés pour aider parfois les secteurs économiques quand il y a des éléments externes, hausse des coûts de l'énergie, crise sanitaire. Et une des difficultés pour nous pour le faire, c'est qu'on n'avait pas les données en temps réel, c'est-à-dire qu'on se basait sur des éléments qui dataient de N-1 ou N-2, ce qui fait qu'on vous demandait, pour bénéficier de ces aides, de remplir un tas de formulaires, plus ou moins compliqués, plus ou moins faciles d'accès. Si on a les données en temps réel, on va pouvoir réellement simplifier les politiques publiques qui visent à soutenir les entreprises. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel à notre niveau en termes de simplification. Je ne sais pas où être sur les slides, je ne vois pas très bien les slides qui sont utilisés. Est-ce que là, je suis encore sur la première de la réforme? Marc, est-ce que tu peux me dire où est-ce qu'on en est sur les slides? Parce que je ne les vois pas très bien. Oui, j'entends pas Mathieu parce que quand on est tourné par rapport au micro. Ah, vous m'entendez toujours pas très bien? Là, c'est un peu mieux. Et pour rebondir sur les propos de Mathieu, c'est vrai que on a d'ailleurs Federico de l'Italie qui est présent dans la conférence, donc il pourra aborder dans les propos. Mais c'est aussi le fait que beaucoup, en fait, au niveau de la fraude, il y a aussi énormément d'erreurs. Et le fait d'unifier l'ensemble et de standardiser nos processus va permettre aux entreprises de pouvoir aussi avoir moins d'erreurs de leur côté. Hein, juste pour rebondir sur vos propos, Mathieu. Oui, c'est ça. La plupart des reprises en TVA, c'est ça, c'est juste qu'il y a moins d'erreurs. Hein, donc, on cite souvent le cas de l'entrepreneur qui dépasse les seuils de TVA de justesse et qui n'était pas au courant et qui subit un contrôle fiscal au bout de 3 ans. Là, ça n'existe plus. Hein, c'est-à-dire qu'il va être régularisé de manière automatique. Donc, voilà rapidement pour les objectifs de la réforme. Oui, quand tu t'es demandé en termes d'affichage de slide, je ne vois pas exactement ce que tu veux là. Là, c'est le périmètre de la réforme. Est-ce que je reviens à celui d'avant ou... Oui, si tu peux revenir rapidement à celui d'avant. Avec plaisir. Ça de suite.
Si je retrouve sur ma souris, parce que ma souris est un peu bizarre. Il faut que j'aille de droite à gauche pour aller de gauche à droite. Voilà, c'est là. Voilà, c'est sur cette partie. Hein. Voilà, c'est ça. Pourquoi on parle de révolution quand même, alors qu'en fait ça existe déjà ailleurs? Il y a 4 millions d'entreprises en France environ. Et là, cette réforme, elle concerne 95% des entreprises françaises. Elle concerne toutes les entités qui sont soumises à la TVA. Donc à peu près 3,8 millions d'entreprises, au sein desquelles, pour avoir une petite idée, il y a à peu près 95% de TPE et PME dans le tissu fiscal économique français. Ça signifie que même les entreprises qui ont un tout petit chiffre d'affaires vont rentrer dans la réforme, même celles qui sont en franchise en base. En franchise en base, rapidement, c'est quoi? Ces entreprises qui ont un petit chiffre d'affaires, à qui on ne demande pas de reverser la TVA, pour autant, elles sont quand même assujetties à la TVA, donc elles sont dans la réforme. Les entités publiques également sont assujetties. Alors, vous le savez sûrement, quand vous êtes une entreprise et que vous avez des marchés publics, vous devez déjà faire de la facturation électronique. Ça existe déjà dans ce cadre. Maintenant, ça va fonctionner également dans l'autre sens. C'est-à-dire, quand une entité publique va facturer une entreprise assujettie à la TVA, vous allez également recevoir une facture en format électronique. Ce qui est important de comprendre également, c'est que c'est une réforme qui n'impacte pas du tout les obligations en matière de TVA. C'est-à-dire qu'on n'a pas refait le code général des impôts, on reste sur les mêmes règles, ça n'a pas changé en termes de prestation de services, en termes de livraison de biens, en termes d'exigibilité, tout est conforme, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun changement législatif sur le fonctionnement de la TVA en tant que tel. C'est vraiment le mode de transmission des factures qui va changer, mais les règles de TVA restent les mêmes. Donc, on a beaucoup de questions là-dessus, sur concrètement comment ça va se passer pour moi, je fais des prestations de services, je fais des ventes, je fais des biens. Je le répéterai probablement dans la phase d'échange qu'on aura plus tard. Les règles sont les mêmes. Si vous faites une prestation de service et que vous êtes assujetti à l'État, vous allez rester sur le même format, que ce soit en termes de règles de territorialité, c'est la même chose. Il n'y a aucun changement de règles en matière de TVA. On peut passer à la slide suivante qui va concerner. On parlait des échanges et des flux, justement. Les échanges et les flux. Alors, ce qu'il faut bien comprendre à ce niveau-là, c'est que dans les objectifs de l'administration fiscale, il y a le pré-remplissage de la déclaration de TVA. Pour pré-remplir la déclaration de TVA, on a besoin d'avoir des données. Donc, les données, ce sont vraiment le cœur du dispositif. Et donc, ces données, il faut qu'elles soient complètes. Donc, quand on parle de facturation électronique, en fait, on parle de 3 obligations. La première, c'est la plus connue, c'est la plus simple à comprendre, c'est qu'on va être dans un dispositif où on va dématérialiser les factures, donc les relations entre assujettis à la TVA vont devenir des factures électroniques. Donc ça, c'est la première obligation, c'est l'échange électronique de factures ou invoicing entre assujettis à la TVA. Maintenant, pour remplir une déclaration de TVA, pour la pré-remplir, ça ne suffit pas. Je vais prendre un exemple. Vous êtes boulanger, vous vendez des croissants le matin à vos clients, il n'y a pas de facture, et pour autant, ce sont des opérations qui sont soumises à TVA. Donc, si nous, administration fiscale, on veut pré-remplir les déclarations de TVA, on va avoir besoin des données de ces transactions. Donc, pour tout ce qui est transactions avec les particuliers, on va mettre en place ce qu'on appelle de l'e-reporting, c'est-à-dire la transmission de données complémentaires qui vont nous permettre, nous, de savoir quelles sont les opérations que vous allez faire pour pouvoir ensuite pré-remplir les déclarations de TVA. Il y a un autre domaine où on va avoir besoin d'e-reporting et de transmission des données complémentaires, c'est sur les relations à l'international avec les autres entreprises. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas, nous, en droit français, imposer à une entreprise étrangère de recevoir des factures en format électronique. Il n'y a pas de territorialité du droit qui nous permette de le faire. Donc, pour les opérations que vous allez avoir en B2B international, pour les relations avec les entreprises qui sont en dehors de la France, on va également vous demander, comme pour les particuliers, de nous transmettre ces données complémentaires, toujours dans l'objectif d'être en capacité de pré-remplir les déclarations de TVA. Donc, il y a bien l'obligation d'échange des factures électroniques et l'obligation de transmission des données complémentaires avec les particuliers
et avec les autres entreprises. Et enfin, particularité en matière de TVA, on doit avoir le montant de la TVA. Encore faut-il savoir sur quelle déclaration la mettre. Est-ce que ça sera septembre, octobre, novembre? Et pour ça, il y a une particularité, c'est-à-dire qu'en matière de prestation de service, la TVA, elle est due au moment de l'encaissement de la prestation. Donc, si on veut pré-remplir les déclarations de TVA, on va avoir besoin de cette information également. C'est pour ça qu'on va vous demander également la transmission des données des paiements pour les prestations de services. Donc, si je récapitule, ayez toujours en tête le fait que l'objectif de l'administration sur ces données, c'est de pré-remplir la déclaration de TVA. Et pour ça, on a besoin de 3 champs de données, le champ sur les factures, le champ sur la transmission des données complémentaires qu'on appelle e-reporting, et le champ sur la transmission des données de paiement pour les prestations de services uniquement, puisque pour les livraisons de biens, la facture suffit, la TVA est la plupart du temps due au moment de la facturation. Donc, je ne sais pas si à ce niveau-là, Marc, tu veux rebondir avant qu'on passe à la suite. Non, on va passer à la suite parce que c'est vrai que l'introduction a été très précise et je t'en remercie. On va simplement, on est obligé aussi de respecter effectivement un calendrier. Alors si en plus je m'embrouille avec ma souris, c'est pas super. Donc là, l'idée, bon, on l'a revu, ça c'est vrai que c'était des éléments. Le calendrier, on va y revenir peut-être très rapidement, sauf si Sabrina veut rajouter peut-être quelque chose. On reviendra, je crois, derrière, à la fin, dans la phase d'accompagnement, on reviendra plus précisément sur les prochaines échéances, parce que celles-ci, elles sont déjà connues de tous, de toutes, j'espère en tout cas, au niveau du e-reporting. Et puis, donc, au niveau de la taille des entreprises, vous connaissez, mais vous pourrez revenir vers nous, je dirais nous de manière globale, pour avoir effectivement plus de précision sur votre taille et savoir comment vous êtes. Alors peut-être sur la taille des entreprises, le seul sujet c'est l'assujetti à TVA, enfin l'assujetti unique, hein, qui est un petit peu nouveau, on va dire, c'est-à-dire que on peut voir vis-à-vis des yeux de l'administration qu'une seule entité alors qu'il y en a plusieurs derrière. Hein. C'est un petit peu ça. Je résume vite fait et vous me confirmez sur ces propos. C'est ça. Hein. C'est juste la nouveauté, je dirais, par rapport à avant, puisque rien ne va changer par rapport à ça. C'est qui est disponible depuis le 1er janvier 2022, je crois. Hein. C'est ça, l'assujetti unique. 2023, me semble-t-il. 2023, non, mais moi, je passe les étapes vite fait, en fait. Ça a déjà, les années passent trop vite. Donc, rentrons dans le vif du sujet en revenant sur les services proposés. Et puis après, donc, on abordera les différentes zones de questions. Donc, le schéma Y, vous le connaissez. Il est principalement là, je crois. Sabrina, je sais que c'est qui reprend le lead sur les deux. D'accord. Principalement là pour reprendre les flux numériques existants ou alors faire en sorte qu'effectivement, les flux qui ne sont pas dans le socle, voilà, je laisse la parole pour rentrer un tout petit peu schématiquement sur ce schéma, justement. Merci Marc. Donc effectivement, hein, Mathieu l'a dit tout à l'heure, on n'a pas inventé la dématérialisation des factures, ça fait très longtemps qu'elle existe, et c'est pour ça d'ailleurs que on a indiqué, enfin on a pris le choix d'avoir le schéma en Y. Alors on a du mal à voir le Y, hein, je vous l'avoue, mais on va dire que c'est plutôt une raison historique. L'idée, c'est quoi? C'est que effectivement, il n'y ait pas qu'un portail public, mais qu'il y ait également des plateformes privées qui seraient immatriculées par l'administration. Pourquoi? Parce que effectivement, comme je vous l'ai dit, on n'a pas inventé la dématérialisation des factures, et de ce fait, on avait déjà bon nombre d'entreprises qui utilisaient des formats parfois exotiques pour s'échanger des factures. On pense au secteur de l'automobile notamment, mais pas que. Beaucoup de secteurs avaient leur propre format. Donc, de façon à ne pas casser cet écosystème, ce schéma en Y permet à ces entreprises de devenir des PDP de façon à continuer à s'échanger leurs factures. Donc c'est sur la partie haute ici, où effectivement dans le format qu'ils ont l'habitude d'utiliser. De même, on a également le portail public de facturation. Le portail public de facturation a 3 rôles. Déjà, c'est effectivement de proposer un socle de service minimum pour que tout à chacun puisse rentrer dans la réforme. Mais du coup, nous, on n'accepte pas tous les formats du monde, mais j'y reviendrai dans les prochaines slides. On a un socle de format minimum. Le deuxième objectif du portail public de facturation, c'est évidemment de gérer l'annuaire. J'y reviendrai également après, je vais le détailler, mais l'annuaire est une brique essentielle dans ce dispositif de façon
à ce que les plateformes puissent savoir où est le destinataire et est-ce qu'il rentre dans le cadre de la réforme. Mais j'y reviendrai. Et puis, le troisième objectif du portail public de facturation, c'est de concentrer l'ensemble des données vers l'administration fiscale. Vous voyez ici sur le schéma de gauche, les PDP n'ont jamais accès directement à l'administration fiscale. On concentre toutes les données, c'est le fameux Y, où effectivement, on concentre vers le portail public de facturation les données minimum de façon à les transmettre à l'administration fiscale. Je pense que ce qui est important ici de rappeler, c'est que l'administration fiscale n'a jamais vos factures. Elle n'aura que les données utiles, donc un extract de vos factures, les données utiles à l'administration. La DGFiP n'a jamais l'exhaustivité de vos factures. Une information qui est importante également, peut-être que vous connaissez des entreprises qui souhaitent devenir PDP. Un service d'immatriculation a ouvert au cours du mois de mai. Il est basé à Lille et donc il va travailler sur effectivement l'immatriculation de ces plateformes qui souhaitent être immatriculées. Une fois qu'elles auront obtenu leur immatriculation, donc à date, il n'y a aucune PDP qui soit immatriculée. Je pense que c'est très important de le rappeler. La liste sera diffusée sur le site info.gouv au fur et à mesure. Et donc, une fois que les plateformes seront immatriculées, elles le seront sur une durée de 3 ans qui pourra être renouvelée. C'est ça. Voilà. Une immatriculation qui porte sur le périmètre, effectivement, des services proposés par le portail public de facturation, je crois. Alors effectivement, cette immatriculation se base sur surtout un certain nombre de sécurité et de services minimums que doit offrir la plateforme. C'est pas forcément totalement les mêmes que le PPF. Par exemple, il y a certainement des choses qui peuvent différer. Surtout les PDP, elles ont l'avantage d'offrir plus que le service minimum. L'objectif, c'est évidemment qu'elles offrent des services à valeur ajoutée pour les entreprises que le PPF ne pourrait pas offrir. Voilà. Une chose importante, pardon, excuse-moi, une chose importante, j'ai pas parlé des opérateurs de dématérialisation et je pense que ça va vous intéresser. Vous allez me dire, les opérateurs de démat, ils sont où? C'est quoi? C'est les PDP, ils sont où, etc. Un opérateur de démat peut être soit derrière une PDP, soit derrière le PPF. Donc, j'ai cru comprendre que côté Simtrax, vous vous placez plutôt en opérateur de démat. Donc, effectivement, vous serez sur une bulle, sur le graphique, les petites bulles bleues, ici, soit au niveau du fournisseur, soit au niveau de l'acheteur, qui, effectivement, vous permettent de vous raccorder à une plateforme. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si je résume, en fait, entre les différentes plateformes intermédiaires privées ou publiques, c'est de l'échange de données. Entre une entreprise et le portail public ou une plateforme intermédiaire, c'est l'échange de factures qui va avoir lieu. On est bien d'accord sur ce principe. D'accord. Tout à fait. Voilà, il faut pas, effectivement, des fois, il y a une confusion en fait à ce niveau-là. Donc, d'un opérateur de dématérialisation est en capacité de transmettre une facture et donc forcément une plateforme, puisque derrière, l'échange de données s'effectue entre ces fameuses plateformes, le partenaire de l'État qui est la PDP, et puis donc le portail public de facturation. Je ne dis pas de bêtises en disant ça. C'est tout à fait ça. Ok, c'est super. Merci. Alors, je passe à la diapositive suivante. Oui. Donc la diapositive suivante, c'est vrai que on l'a dit, je l'ai dit un petit peu en introduction, Sabrina, mais la donnée va être au centre des échanges beaucoup plus que précédemment, puisqu'avant c'était une facture qui transitait. Et cette donnée, pour que ça puisse fonctionner, on a parlé de clé de voûte tout à l'heure au niveau des équipes, mais la clé de voûte de l'ensemble du dispositif technique, on peut parler de l'annuaire. Tout à fait. Alors même, avant même de parler de l'annuaire, j'ai envie de dire que la dématérialisation impose effectivement d'avoir des bases clients qui soient extrêmement propres. Donc, je vais venir au sujet de l'annuaire, mais en fait, tout à chacun, dans chaque entreprise, je pense que la première chose à faire, c'est de nettoyer les bases clients. Sans avoir nettoyé ces bases clients, ça va être très compliqué. Hier, quand on envoyait une facture en mode papier, si jamais on se trompait de code postal, globalement, il y a des systèmes de garde-fous qui permettait d'envoyer quand même la facture et qu'elle soit correctement reçue. Avec la dématérialisation, effectivement, il faut être certain que les données qui permettent l'envoi vers le destinataire sont les bonnes. Donc, du coup, pour en venir à la brique annuaire, qui est une brique
centrales. Déjà, il n'y a qu'un seul annuaire. Il n'y a qu'un seul annuaire qui est à disposition à la fois de toutes les plateformes immatriculées, mais aussi évidemment du PPF et de toutes les personnes qui veulent l'utiliser. Cet annuaire, c'est quoi? C'est pas l'annuaire des émetteurs des entreprises, non, c'est l'annuaire des destinataires. Ça, c'est extrêmement important de le souligner. Cet annuaire, il est construit sur quelle base? Il est construit d'abord sur effectivement la base INSEE, donc tous les SIRET, etc. des entreprises. Il est également construit sur la base de référentiels de la DGFiP qui permettent de savoir qui est assujetti à la TVA. Et en troisième lieu, il est également construit sur la base de l'annuaire que l'on avait sur Chorus Pro pour les structures publiques. Cet annuaire-là, il sera complet dès le démarrage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, effectivement, si vous ne trouvez pas une entreprise dans l'annuaire, c'est qu'a priori, elle n'est pas dans la réforme et que vous n'êtes pas obligé, vous ne pouvez pas lui envoyer, en tout cas via le PPF, cette facture de manière dématérialisée. Donc, évidemment, cet annuaire est disponible selon plusieurs canaux. Vous avez en mode portail, donc là, c'est vraiment de la recherche, je dirais, très unitaire. Vous avez également la possibilité de faire, de consulter l'annuaire en mode API via service et puis en mode EDI via flux. Donc, évidemment, dans les spécifications externes qui sont disponibles sur le site impôts.gouv, vous avez l'ensemble des flux et vraiment le détail des flux vous permettant de faire vos propres travaux dans vos systèmes d'information ou chez votre éditeur de façon à mettre à jour l'annuaire, le consulter, etc. Donc, en fait, cet annuaire-là, il va vous permettre d'être sûr que déjà votre destinataire, comme je le disais, est dans la réforme. Le deuxième rôle, entre guillemets, de cet annuaire, ça va être que vous ne verrez pas en tant qu'utilisateur, mais derrière, techniquement, ça va nous permettre de savoir où est ce destinataire. Vous, en tant que fournisseur, vous ne savez pas si votre destinataire, et vous en avez potentiellement des milliers, est-ce qu'il est derrière le PPF, est-ce qu'il est derrière une PDP? C'est extrêmement complexe. Donc, cette complexité-là, on l'intègre au niveau des plateformes, que ce soit les PDP ou le PPF, et nous, on saura, c'est la plateforme qui se charge ensuite d'adresser au bon endroit votre facture. On reviendra justement sur les formats. Donc, je crois que au niveau, donc, on est sur un principe de fonctionnement qui est assez équivalent au portail Chorus Pro, même version actuelle, on va dire avec cet annuaire. On a parlé dans ton introduction de mise à disposition, enfin, de nettoyage au niveau de la base de données. Concrètement, quand on discute avec beaucoup d'entreprises, on s'aperçoit que au niveau même de la base Sirène, et ils sont pas forcément à jour. Alors, quels conseils on pourrait donner? Est-ce qu'ils doivent aussi, de ce côté-là, mettre à jour la base Sirène pour être sûr que l'annuaire sera à jour à l'instant T? Oui, tout à fait. Je pense qu'effectivement, il serait de bonne loi de vérifier qu'effectivement votre sirène est correcte, etc. Plus on aura des bases qui sont propres, plus effectivement on aura moins de difficultés pour envoyer la facture. Une information que j'ai pas donnée, on parle de Siran, mais on a également la possibilité dans l'annuaire d'avoir un détail un petit peu plus fin. Vous avez la possibilité d'aller un petit peu plus dans le détail, notamment en indiquant au niveau SIRET, voire même au niveau code routage. Code routage ou code service comme actuellement, comme il est connu aujourd'hui dans Chorus Pro. Mais nous, dans le PPF, on va l'appeler code routage, mais c'est la même chose. Globalement, c'est une granularité un petit peu plus fine, mais je pense qu'on y reviendra sur certaines questions. C'est ça, c'est la notion de maille de réception en fait. Hein. C'est ça, un petit peu qui est défini sur cette partie-là. Et ça, je crois que il y a un objectif effectivement avant le 1er juillet de se définir en fait, d'identifier sa plateforme de réception et donc de manière automatique et systématique, je dois dire, si une personne ne dit rien, elle sera sur le PPF en réception de ses factures. Tout à fait, parce que comme je vous l'ai dit, vous n'allez pas vous demander si votre client a fait toutes les démarches nécessaires. Donc, effectivement, l'objectif, c'est de ne pas vous bloquer dans l'envoi de votre facture
en tout cas, surtout en particulier au démarrage, parce que évidemment, on l'a dit tout à l'heure, il y a un effet Big Bang dès le démarrage, parce que toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, doivent être en capacité de recevoir les factures dématérialisées. Donc, il y a un Big Bang. Certes, il y a un déploiement progressif, mais en réalité, il y a un effet Big Bang dès le démarrage. Donc, de façon à ne bloquer personne, effectivement, le PPF sera une plateforme par défaut si la personne n'a pas fait son choix. Bon, petite question de Marc Wolf que je prends au passage et que je salue. Effectivement, sur cette date, à quelle date pourra-t-on jouer avec l'annuaire? Ça, on y reviendra peut-être plus tard ou si tu veux ajouter une précision à ce niveau-là. Bon, on reconnaît Marc Wolf. Oui, alors c'est une vraie question. Aujourd'hui, on n'a pas autant, on a des dates pour la plateforme de qualification. On y reviendra également. Une plateforme, on va dire, bac à sable, vous permettant de jouer avec vos flux, vos appels API, etc. Autant sur la mise à disposition de l'annuaire, on en a conscience qu'effectivement, il faudra le mettre au plus tôt. En tout cas, toujours est-il, elle sera mise à disposition au plus tard, le début janvier, donc du coup 2024 pour le démarrage de la phase pilote. Donc du coup 6 mois avant le déploiement total. Merci beaucoup pour ces précisions, Sabrina. Et là, donc, on va enchaîner sur les modalités d'envoi et de traitement de manière un petit peu globale et on reviendra lors de la session questions-réponses effectivement sur des précisions et sur des cas d'usage un petit peu plus précis. Je laisse la parole au niveau des 3 modes de discussion avec ce portail API. Alors, oui, tout à fait. Alors, pour ceux qui connaissent Chorus Pro, vous allez vous dire, on a refait exactement la même chose. Oui, on n'a pas totalement tout réinventé. En tout cas, ce qui marchait, on n'a pas réinventé. Donc, là, on est vraiment sur l'émission de facture. Vous avez la capacité sur le portail public de facturation d'émettre votre facture selon 3 canaux. Le portail en mode flux et en mode API. Sur le mode portail, soit vous pouvez saisir via un formulaire votre facture, y ajouter vos pièces jointes, etc. Soit vous pouvez déposer un flux en structuré. Soit effectivement vous avez la capacité de déposer un fichier PDF qui effectivement un système d'ossérisation va scanner la facture, va reconnaître un certain nombre de données, vous allez les valider, les vérifier et puis vous allez pouvoir envoyer votre facture. Donc ça, effectivement, on a ces différentes fonctionnalités qui existent sur le portail. Vous pourrez également consulter l'annuaire, je l'ai dit juste avant. Et puis, suivre votre facture via des tableaux de bord, mettre à jour évidemment vos statuts sur votre fiche, enfin sur votre facture, je vais y arriver. Donc ça, tout ça, c'est un mode portail. En mode EDI, effectivement, je vais y revenir sur la planche d'après, mais selon les formats du socle, vous pourrez envoyer votre facture. Vous pourrez également rechercher dans l'annuaire, suivre votre facture et puis traiter votre facture via des flux cycle de vie. Par contre, effectivement, c'est selon les formats du socle, à savoir C2I, UBL et FactureX. Vous n'avez pas la possibilité d'envoyer du PDF, étant donné que ce n'est pas du format structuré. En API, donc le 3e canal, écoutez, c'est exactement la même chose. La petite particularité par rapport à ceux qui connaissent Chorus Pro, c'est qu'on ne permet plus de faire du dépôt PDF par API, ce qui était possible sur Chorus Pro. Ça, on ne le permet plus. Le dépôt PDF est uniquement possible en mode portail. Et en plus, sur une durée assez limitée, je pense que c'est important de le préciser, jusqu'au 31 décembre 2027. Passé cette date, le dépôt PDF ne sera plus possible. Oui, c'est la disparition un petit peu du PDF qui sera un petit peu brute, donc se préparer. Alors, je dirais que pour les gens qui ne sont pas forcément, qui viennent de la technique, il ne faut pas confondre l'EDI, on a parlé de PDF, avec l'EDI fiscal, qui est donc le flux EDI. Là, c'est le moyen de se connecter. Voilà, c'est le moyen de se connecter, même si c'est le même terme qui est utilisé au portail, alors que l'EDI fiscal, c'est quelque chose de plus précis. Et ce ne sera pas, c'est une des questions qu'on posera un peu après, mais le portail ne sera pas en capacité, bien sûr, de recevoir de l'EDI fiscal. Je parle de notre responsabilité à tous les deux. Mais c'est ça. Je passe à la diapositive suivante. Oui. Voilà, donc ça, c'est les modalités de réception. On a vu l'émission. C'est globalement la même chose. Donc, je vais aller assez vite. Au niveau de la réception, de même, que peu importe le mode d'émission, c'est-à-dire que si, par exemple, votre fournisseur utilise le mode portail parce que c'est une PME TPE,
par exemple, mais que vous êtes une grande entreprise et que vous fonctionnez de manière intégrée avec des flux EDI ou de l'API, en fait, c'est complètement indépendant. Le canal est vraiment un choix qui est propre à chaque entreprise, indépendamment du circuit complet. Ça, c'est quelque chose d'important à préciser. Au-delà de ça, effectivement, vous allez pouvoir recevoir votre facture selon les 3 canaux, pouvoir la consulter l'annuaire, traiter votre facture, mettre à jour les cycles de vie, voilà, d'une façon assez classique selon les 3 canaux. Donc, quel que soit en fait l'acteur qui va interagir avec le portail, qu'on soit une entreprise, une OD ou une PDP, on sera en capacité de travailler effectivement avec le portail au niveau du cycle de vie, de la facture et enfin de la transmission et de la réception. En résumé, est-ce qu'on peut dire ça? C'est ça, tout à fait. Merci. Alors, il y a beaucoup de questions. On est en train de sélectionner vos questions pour la phase juste d'après. Là, l'idée, en fait, c'est vrai que une notion, nous avons un retour de la part des entreprises, et j'aimerais avoir votre point de vue à tous les deux là-dessus, sur peut-être une incompréhension sur les données. C'est-à-dire que les données de la facture, et il y a les données métiers qui sont aujourd'hui utilisées. Et en fait, ce que l'on doit comprendre peut-être de la réforme, et vous allez y revenir, c'est différencier les données obligatoires dans le cadre des données transmises par le futur portail à la DGFiP, enfin à la direction administration fiscale, des données, je dirais, obligatoires au sens 292 de l'article du CGI. Oui, oui, tout à fait. Alors, en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que vous, en tant qu'entreprise, vous allez envoyer des factures, ce qu'on appelle des flux 2 dans les spécifications externes. Cette facture-là, elle doit être conforme à la norme européenne. Alors, je vais dire un gros mot. Certains sont très habitués à ce terme. La norme EN 16931 de l'Europe. Et donc, effectivement, ici, dans cette norme, on indique quelles sont les données obligatoires. Nous, pour se conformer effectivement au droit français, au code du commerce, au code des marchés publics, etc., code des impôts, on a rajouté des règles de gestion qui effectivement spécifient telle donnée est obligatoire parce que effectivement c'est une donnée qui est utile à l'administration, ou alors c'est telle donnée est obligatoire parce que dans ce cas de gestion particulier, effectivement il est nécessaire de remplir cette donnée en complément, etc., etc. Et puis après, dans votre système d'information, peut-être que vous allez indiquer d'autres données en complément qui sont également obligatoires parce que vos processus internes demandent, par exemple, à rajouter systématiquement telle ou telle donnée que nous, on ne juge pas comme étant obligatoire, mais que vous jugez comme étant obligatoire. Donc, c'est un peu un système de poupée russe, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, on a le socle, on a la norme qui et toutes les règles de gestion qu'on a intégrées qui fixent quelles sont les données obligatoires. Il y en a d'autres qui restent facultatives, mais que vous pouvez évidemment envoyer. Et puis, vous, si vous jugez que c'est nécessaire d'en envoyer davantage, eh bien, faites-le. En tout cas, nous, au niveau du portail public de facturation, on va contrôler quoi? On va contrôler les données obligatoires selon les spécifications externes. Et uniquement, on ne connaît pas quels sont les processus de chacune des entreprises. Donc, évidemment, c'est pas parce que vous avez décidé que telle donnée en complément est obligatoire. Nous, on ne le sait pas. Donc, effectivement, ça sera votre propre système d'information qui devra faire le contrôle. Qui devra faire le contrôle. Donc, c'est vrai que on a parlé de la norme de EN 16931, mais c'est vrai que la norme ne va pas forcément couvrir tous les aspects métiers, on va dire. Aujourd'hui, on est bien d'accord en termes de données. Si on fait en fait un transfert en fait des données qui vont transiter pour l'administration et entre les différents métiers, c'est ça. Hein. Il y a aussi les pièces jointes qui vont entrer. Là, la suite ensuite. Donc, on va revenir maintenant sur un focus et on va plutôt se positionner effectivement en tant que au niveau de l'entreprise, mais on va revenir sur la partie reporting parce que je crois que les données est essentiel de bien comprendre en fait dans le cas de l'invoicing, on l'a vu, c'est une facture qui va transiter, donc on parle plutôt de facture échangée. Et puis par contre, dans le cas du reporting, on va plutôt parler de données. Mathieu en a parlé dans son introduction, les données sur les transmissions de paiement ou les données de transmission. De transaction, pardon. Et donc, sur cette partie e-reporting, faisons un petit focus un petit peu plus précis pour bien comprendre. Et en particulier, si j'ai déjà une facture, on va le voir, qu'est-ce que je vais devoir ajouter
comme canal, comme diffusion d'informations au niveau du portail, comme échange avec ce portail. Pour cela, on revient d'abord sur la transmission de ces données complémentaires. Oui, c'est exactement ça. L'idée de ce focus, c'est de vous donner quelques éléments un peu plus détaillés. Alors, j'en ai parlé en introduction. Toujours en tête, pour l'administration, les données qu'elle récupère, ça sert à pré-remplir les déclarations de TVA. Autant une fois qu'on a dit ça, c'est quand même bien d'aller un peu plus dans le détail, parce qu'on a souvent des questions sur qu'est-ce que je dois vous transmettre comme données, est-ce qu'il y a une facture quand même. Donc en fait, le but de ce focus, de manière synthétique, on ne va pas vous lister une à une les données qui vont être transmises, c'est vraiment que vous ayez en tête le fonctionnement du dispositif pour que vous éclairez derrière et que vous soyez plus en capacité de vous positionner par rapport à e-reporting ou e-invoicing. Donc la première application, on en parlait, c'est une transmission de données complémentaires en B2B international et en B2C. Donc, la particularité, c'est que sur ces opérations, ça ne donne pas lieu à transmission du facture à son destinataire. C'est-à-dire que si vous utilisez le portail public de facturation, on va juste récupérer les données de cette transaction. Donc, elle complète les données que vous avez déjà transmises. Mais par contre, il faut noter que si vous souhaitez quand même transmettre la facture, il y en a une, certaines PDP ou certains opérateurs de modélisation vous permettent, en plus du reporting que vous allez faire à l'illustration, de transmettre également la facture. Donc, ces données, on peut passer à la slide d'après, il faut aller assez vite là-dessus, parce qu'on est quand même pris par le temps. Sur ces données de e-reporting de transaction, faut bien voir en fait également que, on vous les détaille ici, je fais un focus à ce niveau-là sur les importations de biens. Vous allez me dire, si on veut avoir un pré-remplissage de déclaration de TVA, on a besoin de toutes les données, je vous l'ai dit à chaque fois. Et pour autant, comme vous voyez, on exclut les données des importations de biens. Il y avait une question sur le sujet-là. Pourquoi est-ce qu'on les exclut ces données? Alors, c'est des données qui nous intéressent, évidemment, pour pré-remplir la déclaration de TVA. Simplement, on est déjà en capacité de les récupérer par un autre canal qui est celui de la douane. Donc, en fait, pourquoi est-ce qu'on ne demande pas les données des importations en termes d'e-reporting? C'est tout simplement parce qu'on est déjà en capacité de pré-remplir la déclaration de TVA. Donc, on s'est dit que ce n'était pas la peine d'avoir un double canal à la fois douane et à la fois facturation électronique et reporting pour récupérer ces données. Donc, c'est pour ça que les importations sont exclues. Par contre, les acquisitions intracommunautaires, par exemple, sont bien dans le champ du e-reporting. La suite, c'est sur les données des paiements. On peut passer à la slide d'après. Sur les données de paiement, c'est les opérations avec les personnes en cas de prestation de services. Donc, sur les prestations de services, je le rappelle, c'est effectivement la même chose. En termes d'exclusivité de la TVA, on a besoin de ce type d'opération. Maintenant, je reprends l'exemple du boulanger. Évidemment, on ne va pas demander opération par opération. Ça serait impossible de le faire. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on va avoir une centralisation des opérations qui sont réalisées et on va vous demander de nous transmettre des données agrégées, c'est-à-dire avec des cumuls. Alors, je crois qu'on en parle un petit peu détail sur les modalités et les périodes de reporting. Retenez à ce stade, si on est plus loin, que les reportings s'adaptent à votre régime d'imposition, c'est-à-dire que vous êtes en régime réel normal, vous aurez un reporting à faire sur des périodes qui sont assez courtes. Et plus vous êtes sur un régime simplifié, voire en franchise en base ou autre, plus le délai du reporting sera agrandi. Je passe rapidement sur ces slides parce qu'il est déjà 10h33. Oui, juste une précision, c'est vrai que du coup, le pré-remplissage, j'ai une question là-dessus, donc je l'aborde immédiatement. C'était le pré-remplissage de la déclaration de TVA est prévu pour in fine, c'est-à-dire une fois que toutes les entreprises feront partie du projet, enfin, seront partie prenante du projet, c'est ça. Exactement. Et là-dessus, ça sera en plusieurs temps. C'est-à-dire qu'en matière de TVA collectée, récupérer les données, c'est assez simple, puisque la plupart du temps, ça fonctionne. C'est-à-dire que vous avez le montant de la TVA qui correspond au montant qui sera reversé. En matière de TVA déductible, sans rentrer dans le détail, il y a toute une histoire de coefficients d'assujettissement qui font que on va procéder un peu de la même manière que pour l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire qu'on a commencé par pré-remplir les salaires parce que c'est plus simple. Puis ensuite, petit à petit, on a rajouté des CESU, des aides, des charges de manière pré-remplie. La déclaration de TVA, c'est la même chose. Dans les pays qui l'ont mis en place, on fait de manière progressive. L'idée, c'est de s'assurer que ce qu'on met dedans soit bon et donc que la qualité de données qu'on a soit suffisante. Donc, ça ne sera pas un big bang et ce n'est pas avant 2027 mieux, puisque ça fera que toutes les entreprises soient passées dans le champ de la réforme.
de la réforme, absolument. Merci. Alors là, ce sont les données de transmission de reporting. Alors c'est vrai que je crois que c'est la diapositive qui va vraiment être intéressante, la transmission des données des paiements, donc on en a déjà parlé, données de paiement à émettre. J'accélère un tout petit peu parce qu'on a un petit peu fait là-dessus. Je pense que c'est vraiment cette partie-là qui va être la plus intéressante, c'est-à-dire dans quel cadre, imaginons effectivement dans le B2B international ou le B2C, juste réexpliquer un tout petit peu les flux qui vont être utilisés dans le cadre de ces différentes choses. Et puis après, on reviendra tout à l'heure. Quand il existe, Mathieu en a parlé, déjà une facture, en particulier avec quand votre client ou votre fournisseur est à l'international, et puis quand il n'existe pas de facture, avec une fréquence, et ça je crois que c'est la diapositive juste après. Là, je voulais parler du circuit de transmission des données. Oui, effectivement. Alors là, c'est un petit peu particulier pour le e-reporting. On a deux possibilités pour le B2B international. Si effectivement une facture existe et qu'en plus elle est au format du socle, donc je rappelle, UBL, C2I ou FactureX, à ce moment-là, effectivement, on peut nous envoyer cette facture. Par contre, évidemment, dans le cas du e-reporting, on ne va pas mettre à disposition cette facture au destinataire. C'est vraiment que dans l'objectif, je dirais, du e-reporting. Par contre, si effectivement vous avez une facture mais qu'elle est absolument pas au format du socle, bah là, c'est pas possible. Et dans ces cas-là, vous devrez faire un e-reporting selon le format, je dirais, classique que vous retrouverez dans les spécifications externes. Ensuite, Mathieu vous l'exprimera juste la slide d'après, le portail public de facturation va concentrer les données de façon qu'on va recevoir au fur et à mesure et puis on va pouvoir ensuite les envoyer à l'administration fiscale. Donc ça, c'est voilà, c'est important. Ce e-reporting-là, il ne comprend pas que des factures, il comprend également les statuts des factures. Donc ça, effectivement, vous allez l'avoir via le flux 6. Et puis, vous allez avoir les données de transaction, des données de paiement via le flux 10. Donc, c'est vrai que c'est pas forcément simple. Moi, je vous engage beaucoup à consulter les spécifications externes qui détaillent vraiment tous ces flux-là, comment on les remplit, etc. L'objectif, c'est pas forcément d'envoyer les factures de votre B2B international, si vous pouvez également, si vous pouvez plutôt les envoyer d'une manière un petit peu plus concentrée, nous, ça nous arrange, mais bon, on les refusera pas. On va dire globalisé, c'est ça, sur les données de transmission globalisées. Par contre, pour le B2C, même si vous avez des factures, on les recevra pas. Là, c'est vraiment vraiment globalisé, tout à fait. Voilà. Et donc, dans le respect de la RGPD, bien entendu, puisque les noms des destinataires ne seront pas indiqués sur cette partie-là. Donc, tout à fait, c'est anonymisé. C'est ça, c'est anonymisé. Donc justement, c'est le rôle des opérateurs de dématérialisation, justement, de bien comprendre ces flux et de les préciser. Donc, en tant qu'entreprise, n'hésitez pas aussi à revenir vers les spécialistes qui, justement, sont en capacité de bien comprendre ces différents flux. Donc, on voit bien qu'il y a des flux différents, mais physiquement, de manière pragmatique, c'est une facture. Si elle existe et qu'elle est au format du socle, il faut que votre opérateur de dématérialisation et donc éventuellement, s'il joue le rôle aussi de PDP, soit en capacité de pouvoir extraire les informations, c'est tout, de les transmettre au PPF et de les transmettre, si c'est une OD, la facture au format du socle minimal, on l'a dit, alors avec les différents profils, notamment la norme EN 16931, et puis sinon, vous êtes en capacité de travailler directement. Sur la diapositive d'après, c'est justement cette fréquence lorsqu'on doit faire un rapport, un e-reporting globalisé. Donc, on est bien dans le cadre quand on ne transmet pas la facture pour que le portail, c'est bien ça, va extraire pour l'entreprise les données de e-reporting. Ce que vous avez dit, si on lui envoie une facture au socle minimal. Si ce n'est pas le cas, et de manière, on l'a bien compris, favoriser la transmission des données globalisées. Oui, c'est exactement ça. Ces périodes, elles sont importantes. Pourquoi? Parce qu'on voit bien sur cette Attention avec le son, pardon Mathieu, je fais cette précision parce que c'est vrai que… Oui, j'ai tendance à me perdre. Oui, c'est ça. On voit bien l'adaptation en fonction du régime d'imposition, un régime normal, un régime trimestriel. Je crois que la slide d'après présente les régimes qui franchissent en base. Il faut quand même
on parlait de préparation à la facturation électronique en introduction. Il faut quand même se rendre compte qu'à ce niveau-là, des choses ont changé. Je prends l'exemple du régime normal trimestriel. Auparavant, vous avez une déclaration par mois à faire, qui était la déclaration CA12. Donc, en fait, l'administration fiscale ou votre comptable, vous voyez une fois par an. Là, tous les mois, on vous demandez de faire un reporting des opérations de transactions. Ça signifie que globalement, vous allez devoir, en termes d'accompagnement de vos équipes, en termes d'accompagnement managérial, changer vos méthodes de travail à ce niveau-là. C'est pas la même chose de faire le point une fois par an avec son comptable que de le faire une fois par mois. Donc, en termes d'organisation, il y a vraiment une refonte des process à faire en termes d'organisation. C'est pas juste une réforme qui touche au système informatique, ça touche beaucoup aux données, effectivement, ça touche beaucoup d'informations. Mais en termes d'accompagnement de vos équipes, si vous êtes dirigeant d'entreprise, vous avez un service comptabilité, il faut vraiment qu'ils se mettent en ordre de marche pour se dire, attention, là, en termes d'échéance, ça change, l'administration fiscale ne nous demande pas la même chose. Donc, ça n'empêche pas qu'on s'adapte, que ça sera souple, que ça dépend de votre régime normal, donc trimestriel, franchise en base ou autre. Pour autant, il y a quand même des échéances à respecter qui vont changer, même en régime normal mensuel. Vous voyez, hein, les périodes ne sont pas les mêmes. En durée de la période, c'est 10 jours. Auparavant, c'était une fois par mois les déclarations de TVA. Donc, c'est important d'avoir en tête ça, non pas en tant que tel pour les dates. Hein. Les dates, vous allez au fur et à mesure que vous êtes lesquelles les retenir. Et pour vous préparer, vous, dans vos équipes, on va vous dire, attention, je ne parle pas que à mon système informatique, je ne parle pas qu'à mes développeurs, j'en parle également, tout simplement, aux personnes qui traitent mes factures au quotidien. En termes managériels, ça peut changer beaucoup la donne. On le voit dans les cabinets comptables, hein, ils sont en train aussi, eux, de refondre complètement leur process pour s'adapter à la facturation électronique. Donc, pensez-y sur le ton-là. On peut passer à la slide d'après. C'est ça, ça va bien au-delà du simple, comme on l'a dit en introduction. Donc là, le régime de transmission simplifié, franchise en base, on en a un petit peu abordé. Est-ce qu'il y a une précision à apporter là-dessus, Mathieu, ou sinon on avance parce qu'on a un tout petit peu en retard sur le programme? C'est la même chose. C'est la même chose. On est bien d'accord. Donc, focus sur l'émission de la facture maintenant en termes de facture. On va essayer de se mettre un petit peu en position. Donc, toujours pareil, le facture d'émission des factures, on l'a vu, doit respecter la norme EN 16931. On a vu que lorsqu'on fait une facture X, c'est une facture hybride, on ne l'a pas rappelé. Une facture hybride, c'est être en capacité de proposer les données, les mentions obligatoires sous forme structurée. Et puis après, d'apporter un lisible afin de respecter le triptyque de la facture électronique qui est intégrité, authenticité et lisibilité. Hein, on reviendra sur cette partie lisibilité, mais c'est le choix du format effectivement qui est libre. Et c'est uniquement ce choix, Sabrina, qui a été fait. On ne peut transmettre aujourd'hui, contrairement à Chorus Pro hier, ou aujourd'hui, mais enfin demain, vous m'avez compris, que dans ces trois formats en fonction du profil. C'est ça. Exactement, c'est vraiment ces trois seuls formats, donc FactureX qui est un PDF avec des données structurées à l'intérieur et UBL C2I qui sont du full structuré. Effectivement, ce sont les trois formats qui sont possibles aujourd'hui en émission. Et d'ailleurs, si vous passez sur la slide suivante, vous allez voir que même quand vous saisissez une facture sur le portail, juste avant, pardon. Quand vous saisissez une facture sur le portail ou que vous le déposez en format PDF, à la fin, ce qui va ressortir, c'est un FactureX, par exemple. Donc, systématiquement, quel que soit le mode de saisie, de dépôt, etc., on est forcément dans un de ces trois formats. Donc ça, c'est important, effectivement, de le rappeler. Mais on en a déjà pas mal discuté, donc je pense qu'on peut passer. Oui. On peut avancer là-dessus au niveau de ces différents formats. Bon, ce qui est à comprendre, c'est vrai que dans la mise à jour des spécifications techniques est apparu un nouveau profil de FactureX, puisque FactureX, de manière générale, peut englober plus ou moins un certain nombre de données, hein, plus ou moins complètes, on va dire, et il y a un profil étendu qui a été mis à disposition. C'est pourquoi? C'est pour gérer des factures qui ont plus de données, on va dire, des multicommandes, des choses comme ça. Oui, tout à fait. Effectivement, par exemple, sur le multicommande, la norme EN 16931, normalement, ne permet pas le multicommande. Donc, on a fait des extensions à la norme de façon à le permettre en descendant au niveau de la ligne pour avoir plusieurs sites de livraison, plusieurs dates de livraison, etc. Donc, ça, dans les spécifications externes, selon les trois formats, UBL, C2I et FactureX, vous avez en fait la bonne syntaxe à utiliser,
les bons passes à utiliser pour effectivement faire du multicommande. Mais c'est qu'un exemple, il y en a d'autres, hein, mais effectivement, on a fait pas mal d'extensions pour couvrir tous les cas de gestion qui ont été relevés lors des différents GT éditeurs, GT grande entreprise, etc., depuis 2 ans et demi. Qui continue avec le formidable travail que vous faites de pédagogie. En tant qu'émetteur de factures, maintenant, on se positionne effectivement en tant que fournisseur. C'est ici qu'on va un petit peu poser des questions. Je crois que Émilie a fait un petit dispatch au niveau des questions qui vont nous être adressées. L'idée, c'était de se positionner comme une entreprise. Je vais émettre effectivement vers la France. Donc là, on se retrouve dans ce qui a été expliqué tout à l'heure, hein, assujetti entre 2 assujettis à TVA. Je vais émettre vers les DROM-COM, donc les départements et régions d'outre-mer et les collectivités. Et puis, peut-être une spécificité, on va aller très vite là-dessus, mais je crois que Mathieu va nous apporter juste une petite précision sur les échanges européens, parce que rien ne change trop en fait avec les échanges internationaux en dehors de l'Union européenne. Donc, on va essayer de se mettre dans la peau d'une entreprise, dans le rôle d'une entreprise. Si je retrouve ma souris, elle est ici. Donc, en commençant effectivement par l'émission. Alors, je dis souvent qu'aujourd'hui, ce qui nous gouverne, c'est un régime de liberté, en ce sens que vous pouvez transmettre votre facture comme vous le souhaitez, avec le canal, à travers du canal que vous souhaitez et au format souhaité. Il n'y a pas d'obligation fiscale. Mathieu, je parle. On est bien d'accord là-dessus. Et demain, on va avoir cette différence, bien sûr, sur le fait qu'on va devoir passer donc par une plateforme intermédiaire. Donc, on l'a vu directement avec le portail pour travailler, ou alors une plateforme intermédiaire privée. Donc ça, ce sont les différents éléments. Et là-dessus, en fait, il y a quelques motifs, il y a quelques choses intéressantes, c'est-à-dire de se dire, aujourd'hui, par exemple, j'envoie une facture à une personne qui est assujettie en France, on peut peut-être rapidement aborder les sujets au niveau des refus, c'est-à-dire, en termes de refus, faire une distinction entre le refus technique, je dirais, parce que la facture a transité par le portail, et puis il y a le refus métier derrière. Donc, peut-être faire, quel est votre point de vue sur cette partie de refus? Alors, je vais peut-être prendre la main sur ça. Effectivement, on a trois choses, trois statuts qui pourraient faire que la facture ne va pas aller au bout. Déjà, on a l'irrecevabilité. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez envoyé un flux et il y a un virus dedans. Donc, on veut dire, l'irrecevabilité, c'est quelque chose qui va être fait par la plateforme, que ce soit le PPF ou une PDP, pour regarder, elle va réceptionner le flux, imaginons, mais elle va même pas regarder totalement le contenu, elle va regarder le virus, est-ce que le fichier n'est pas vide, est-ce qu'il est exploitable, est-ce que la signature est vérifiable, etc., etc. Ça, l'irrecevabilité. Elle peut être faite par l'émetteur comme le destinataire. Ensuite, on a le rejet. Le rejet, en fait, c'est des anomalies qui pourraient être détectées au moment des contrôles fonctionnels opérés par la plateforme. Pareil, émetteur ou destinataire. Par exemple, ça ne respecte absolument pas le format sémantique, il manque des données obligatoires, ou les cohérences des données n'est pas bonne, ou l'unicité de la facture n'est pas correcte, etc. Donc, dans ces cas-là, en cas de rejet, eh bien, il y a un flux cycle de vie qui va être transmis par la plateforme à l'émetteur quand c'est le destinataire qui l'a constaté, pour qu'il soit informé. Et ensuite, il y a un troisième événement qui peut arriver, qui peut faire que la facture ne va pas aller au bout, c'est le destinataire de la facture. Et lui, potentiellement, il peut la refuser en cas de désaccord commercial, par exemple, ou pour tout autre motif qui pourrait arriver. Donc là, je dirais, c'est un contrôle métier. On a des motifs de refus qui ont été indiqués dans les spécifications externes, donc vous en avez un certain nombre dans l'annexe relative aux règles de gestion. Mais bon, cette liste de motifs de refus pourrait peut-être évoluer à l'avenir. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est reparti assez simplement, je dirais, de la liste des refus qui existaient sur Chorus Pro. Et effectivement, on ne s'est pas mis dans des refus, on va dire, qui sont usuellement utilisés en Europe au niveau de la norme, etc. Donc, peut-être qu'il y aura des changements à l'avenir sur les motifs de refus. Mais en tout cas, effectivement, vous avez ces trois événements qui peuvent arrêter à un moment donné la facture dans son process. Voilà, donc en résumé, ce que l'on peut dire, c'est-à-dire que c'est pas parce que le portail est là que vous ne pourrez pas refuser la facture, mais simplement vous allez avoir une action à réaliser sur le portail pour la refuser d'un point de vue métier. On est bien d'accord.
Juste une petite question par rapport à deux assujettis à TVA. Le duplicata, il passe par où? Le duplicata. Oui, si on veut envoyer un duplicata, on peut l'envoyer par email toujours ou pas? C'est une de mes questions. C'est un duplicata, donc l'original de la facture sera, enfin, un duplicata reste un duplicata, c'est pas un original. D'accord. Voilà. Il n'y a que l'original. Non, mais c'était pour apporter cette précision parce que des fois, les gens n'ont pas cette compréhension. Le portail ne reçoit que l'original de la facture. Le duplicata. Oui, on ne fait pas. Alors, effectivement, ça c'est important également. Le PPF c'est vraiment le service minimum, donc on fait pas de relance, tout ça. Ça c'est le périmètre des opérateurs enfin des PDP, pardon. Mais nous on fera pas de système de relance. D'accord. Et donc, juste une précision maintenant, parce que c'est vrai que le temps tourne et c'est un petit peu de ma faute, mais lorsqu'on va travailler avec les DROM et les COM, parce qu'on a pas mal de clients en fait qui sont connectés, qui sont aussi, qui sont levés très tôt pour nous écouter. Je crois que quand on est de la métropole, est-ce qu'on peut faire une précision dans quel cas on est dans le invoicing et dans quel cas on est dans le e-reporting quand on travaille avec les départements, régions et collectivités d'outre-mer? Oui, on peut alors de manière synthétique parce qu'il y a beaucoup de cas particuliers. Ce qu'il faut retenir globalement, comme je le disais, les règles d'assujettissement à la TVA ne changent pas. Donc il y a vraiment deux cas de figure. Soit vous êtes, par exemple, dans des départements comme la Martinique, la Guadeloupe ou la Réunion. Dans ce cas, vous êtes concerné par les deux dispositifs, à la fois facturation directe et reporting, puisque la TVA est applicable dans ces départements. Soit vous êtes, par exemple, en Guyane ou en Mayotte ou Saint-Pierre-et-Miquelon, et dans ce cas-là, il n'y a pas de TVA, vous n'êtes pas dans le champ d'application de la TVA, donc là, vous n'êtes pas concerné par la réforme. Simplement, il peut y avoir des exceptions. J'en cite une ou deux. Par exemple, si vous êtes sur des rapports entre la Guadeloupe et la Martinique, ces deux territoires ne sont pas considérés comme territoires d'exploitation l'un envers l'autre. Donc, du coup, là, vous allez fonctionner comme si vous êtes en B2B classique, donc facturation électronique. Sur ce point-là, ce qu'on peut faire pour avoir le détail si vous le souhaitez, plutôt que de rentrer dans une liste d'exceptions, c'est vous transmettre, suite au webinaire par écrit, des données qui sortent normalement de la foire en question, qui est à jour sur .fr, qui détaille le cas où vous êtes en e-reporting ou en facturation électronique, alors, en fonction de l'endroit où vous êtes, puisque le cas des DROM est vraiment particulier. Donc, par contre, je le rappelle, si vous voulez savoir où vous en êtes, dites-vous, il n'y a pas de changement en matière de TVA. Si vous êtes assujetti à l'ITR, vous êtes dans le champ de la réforme. S'il n'y a pas de TVA, vous n'êtes pas dans le champ d'application de la réforme, sauf cas d'exception, comme celui que je viens de citer, ou alors si vous faites comme pour les opérateurs qui ne sont pas établis en France, vous pouvez être soumis à l'obligation de transmission des données dès lors que vous réalisez des opérations qui sont réputées situées en France. Donc, c'est quoi, par exemple, vous êtes des opérations du bâtiment, par exemple, sur le territoire métropolitain, c'est des prestations de services qui sont rattachées à un immeuble, qui sont localisables. Donc là, il s'agit de perdre une partie de la salle, je vais être dans le détail, donc je ne vais pas le faire à l'oral. Par contre, de manière synthétique, c'est ça, le champ d'application. Est-ce que vous avez de la TVA dans votre île ou pas, dans votre en Guyane ou pas, à Mayotte ou pas, à Martinique ou pas, et ensuite, est-ce que vous êtes concerné par une exception qui fait que vous seriez dans le domaine du reporting, et on vous enverra par la suite, par écrit, le détail pour que vous puissiez vous retrouver dans chacun des cas. Alors, avant après de parler de la conservation, on va un tout petit peu, je vais passer quelques diapositives assez rapidement parce que du coup, on est pris par le temps. Mais dans le cadre effectivement des échanges à l'international, du B2B international, il n'y a pas forcément de spécificité pour la zone CEPA, je crois. Il n'existe pas forcément de spécificité puisque ça ne rentre pas dans le cadre de la réforme. Et donc, du coup, il y a du e-reporting à réaliser effectivement dans le cadre si vous êtes fournisseur d'un client à l'étranger. Et vous pouvez transmettre votre facture de la manière comme aujourd'hui, hein, comme bon vous semble par email par exemple. Et donc, de ce côté-là, il n'y a pas de différence, mais on peut dire que l'international et l'Union européenne se traitent de la même manière. Je ne sais pas qui veut répondre. Oui, on est d'accord en disant ça ou c'est… Pour l'administration fiscale, il n'y a pas de différence. Après, peut-être que certains prestataires PDP ou D fourniront des fonctionnalités supplémentaires. Mais du point de vue PPF, ça ne change rien. Ça ne change rien. On est d'accord. Pareil donc pour la partie internationale, et on ne reviendra pas sur le cas, parce que je crois qu'il y a un cas assez complexe qui nous a été adressé, mais on y reviendra par écrit. Le format des réceptions de factures, on l'a vu, va dépendre également effectivement du format d'émission, entre guillemets.
de la manière. Est-ce qu'on peut dire un mot peut-être sur cette partie format de réception, c'est-à-dire, entre guillemets, est-ce que je suis sûr, à partir du PPF, de recevoir mes factures dans le même format ou alors, est-ce que ça va dépendre du format de la personne qui a émis la facture? Alors, tout dépend le canal que vous utilisez en réception. Si vous utilisez le mode portail, on vous mettra à disposition le format qui a été émis. Donc, par exemple, une grande entreprise envoie de l'UBL. Celui qui reçoit, lui, est en mode portail. Il va recevoir de l'UBL. Vous allez me dire, bah oui, mais il ne sait pas du tout lire de l'UBL. Bah oui, bien sûr, mais il y a toujours un lisible, donc il aura accès au lisible. Donc, en mode portail, vous recevez toujours, vous n'avez pas le choix du format, entre guillemets, mais vous aurez toujours un lisible. Donc ça, c'est un premier point. En API, c'est pareil. Effectivement, on a essayé de travailler techniquement pour avoir un peu plus la flexibilité en API, de choisir son format. Pour l'instant, on n'est pas arrivé au bout de nos travaux. Donc, à date, effectivement, en API, au niveau de la réception, vous recevrez également le même format qui a été émis. Par contre, en EDI, ça, c'est là, à mon avis, où la conversion de format est intéressante, parce que vous faites de la masse. Effectivement, si par exemple, l'émetteur a envoyé de l'UBL, du C2I, du FactorX, que je ne sais pas, mais que vous, effectivement, vous êtes dans un autre format du socle, eh bien effectivement, vous allez mettre votre préférence lors de votre raccordement et puis on fera la transformation. Donc, le portail public de facturation se charge de faire la transformation en s'assurant évidemment que les données n'ont pas été altérées, etc., etc., etc. Mais effectivement, il y a une conversion qui est possible uniquement lorsque vous êtes raccordé en EDI en réception. Merci pour ces précisions. Donc, on l'a vu sur la partie destinataire, on est un petit peu pareil, donc on va passer vite fait par rapport à, c'est le même cas de figure que l'émission, on va dire, en tant que destinataire, c'est-à-dire qu'en termes de, et avant de juste de terminer sur la phase d'accompagnement, revenir en 2 points sur cette partie archivage qui pose question. Et donc, c'est vrai que sur cette partie archivage, il faut bien distinguer ce qui est stocké, effectivement, conservé sur le portail. On l'a vu que déjà, c'est pas tout, parce que dans le cas du reporting, il n'y a pas de facture qui transite. Et entre ce que doit conserver, ce qui ne change pas aujourd'hui. Aujourd'hui, l'entreprise se doit de conserver sa facture. Ce sera toujours le cas demain. Ouais, effectivement. Alors, côté PPF, nous, on va proposer en fait des fonctionnalités de conservation des factures pendant 10 ans. Je dis bien de conservation. Donc effectivement, il n'y a pas de changement de la législation. Mathieu va le confirmer, mais effectivement, quand vous allez avoir un contrôle fiscal, en fait, vous devrez toujours démontrer que votre facture correspond bien à une opération. Idem, lorsque nous, on va conserver la facture pendant les 10 ans, vous n'aurez pas la capacité de rajouter des pièces jointes après coup à cette facture au moment de la conservation. Donc voilà, ça c'est effectivement important de le souligner. Donc les entreprises qui souhaitent effectivement conserver, et parce qu'en termes d'un point de vue vis-à-vis de l'administration fiscale, il y a bien une obligation dans le cadre de la piste d'audit fiable, bien sûr, de fournir les éléments qui vont prouver effectivement que la transaction a bien été réalisée. Et donc c'est de leur toujours, et ce sera toujours vrai demain, de leur responsabilité de conserver les pièces justificatives incluant cette facture, soit dans un système d'archivage électronique électronique s'ils le souhaitent, soit dans leur propre infrastructure, je dirais. D'un point de vue fiscal, Mathieu, rien ne change par rapport à ça. C'est vrai que c'est un sujet qui revient assez souvent. Pour autant, les règles sont toujours les mêmes. C'est-à-dire que vous êtes confronté à un contrôle fiscal, le vérificateur va simplement vous demander de lui fournir les pièces comptables qui justifient les opérations qui sont passées en comptabilité. Parmi ces pièces, il y a la facture. Au niveau de la facture, il va vous demander ensuite d'être en capacité de raccorder cette facture à une opération économique réelle. C'est ce qu'on appelle souvent la piste d'audit fiable, c'est-à-dire une suite de contrôle documenté qui permet au vérificateur de dire oui, c'est bon, cette opération elle s'est réellement passée, elle est correctement intégrée en comptabilité. Donc ces obligations ne changent pas. Simplement, le portail public de facturation, il est conçu dans tous ces domaines avec l'idée de fournir aux entreprises une possibilité de répondre aux obligations qui sont fournies par la réforme. Donc, c'est dans le même cadre-là, c'est-à-dire qu'on fournit un socle minimum de services, et donc le socle de conservation des factures est le même, c'est-à-dire qu'on va permettre aux entreprises de conserver leurs factures
Par contre, c'est la même chose que pour le reste. Les fonctionnalités à valeur ajoutée, ça sera plus les PDP ou les OD qui le font que le PPF qui se maintient sur un socle de données minimum qui permet simplement à l'entreprise, si jamais il y a un contrôle fiscal ou autre, de dire, voilà, la facture, elle est là. Pour autant, effectivement, on prend le cas de reporting. Si vous êtes un boulanger, vous allez juste transmettre les données de vos transactions. Si vous avez un contrôle fiscal, on va quand même être en capacité de fournir aux vérificateurs le fonctionnement de votre entreprise, qu'est-ce que vous avez facturé, montrer que votre caisse enregistreuse fonctionne bien, qu'il n'y a pas d'altération, c'est toujours une suite numérotée de termes. Tout ça ne change pas, c'est déjà les obligations légales. L'intégrité de l'information des factures et la conservation des factures, c'est juste une fonctionnalité qui est offerte par le PPF pour répondre aux obligations de la réforme. Oui, je dirais que c'est pas le rôle de la PPF en fait. C'est important de savoir du PPF. Pardon, c'est pas son rôle. Son rôle va être là comme facilitateur et concentrateur effectivement des données. Et il faut bien l'avoir en tête. Donc l'ensemble des opérateurs de dématérialisation dont certains peut-être s'ouvriront sur la partie PDP, devront toujours, comme aujourd'hui, être en capacité de proposer des services attendus par les entreprises. Comme on peut le constater, rien ne change de ce côté-là. Merci pour cette précision. Des fois, c'est très important d'avoir votre point de vue et votre regard sur la question parce que des fois, ça peut amener à une certaine confusion. Donc, merci pour pardon, je suis perdu avec ma souris, cette clarification. Alors, donc, pour terminer, on va rentrer effectivement sur les cas d'usage. On va pas trop en parler du coup de l'autofacturation, on en reviendra parce qu'on n'a pas le temps malheureusement. On va parler effectivement de Chorus Pro, quelques différences donc en termes de conservation peut-être, et puis aussi si quelques petites questions que je mets dedans comme ça, on peut y répondre rapidement. Ce sont j'ai un compte aujourd'hui sur Chorus Pro, comment ça se passe demain? Aujourd'hui, je transmets ma facture. On en a déjà parlé PDF, mais on a vu qu'il y a d'autres formats aussi qui existent. On se devra de respecter le format du socle commun. Je laisse la parole à Sabrina pour apporter quelques précisions. Oui, donc effectivement, on parle de PPF, on parle de Chorus Pro, c'est la même chose, hein, voilà. Donc effectivement, tous les logins, mots de passe que vous avez, etc., ce seront les mêmes, sauf que effectivement, on va lui remettre un petit coup de jeunesse à Chorus Pro. On va surtout le mettre à l'échelle. Hein, en réalité, c'est surtout un chantier technique pour le remettre à l'échelle, parce que vous imaginez bien que la volumétrie attendue n'est pas du tout la même. Et de ce fait, on a également, on va dire un peu forcé, la sécurité sur la création des comptes et sur l'authentification. Donc aujourd'hui, vous aviez un login mot de passe et puis c'était fini. Demain, effectivement, si vous souhaitez créer une entreprise, comment dire, vous créez une nouvelle entreprise, donc vous souhaitez avoir une nouvelle structure dans Chorus Pro, etc. On va s'assurer que Monsieur Dupont est bien Monsieur Dupont et que Monsieur Dupont est bien le dirigeant de la société Dupont & Co. Donc effectivement, ça c'est un point qui est important sur lequel on travaille beaucoup. Et puis au moment de l'authentification, on a mis en place un système à double facteur. Donc effectivement, comme sur beaucoup de sites de nos jours, on est obligé de renforcer assez drastiquement la sécurité du portail. Également, donc on l'a dit plusieurs fois, aujourd'hui sur Chorus Pro, on a de nombreux formats. Ces formats-là vont disparaître au moment de l'entrée en vigueur au 1er juillet 2024. Seuls les formats du socle seront possibles. Par contre, pour ceux qui utilisent les marchés de travaux ou les mémoires de frais de justice, ou je ne sais pas s'il y a des agriculteurs, je pense pas, mais des matiques, ces fonctionnalités-là, elles ne changent pas. C'est vraiment hors périmètre de la réforme. Voilà, même si c'est l'URL qui sera identique à l'ensemble, comme aujourd'hui Chorus Pro, avec une notion j'ai perdu la notion. Allez, on passe à la suite parce que sinon on va perdre du temps. Ouais, c'est pour ça que ça s'appelle maintenant portail de service et non plus Chorus Pro. On a à côté droit, effectivement, l'évolution. Chorus Pro, portail de service, PPF, on voit l'évolution tout à fait et la stratégie qui a été mise en place. Petit rappel, juste une toute petite question. Il me semble, et c'est dans un slide qui est très très intéressant, une diapositive, pardon, la PDP ne sera pas en capacité, comme aujourd'hui, de transmettre les informations à une administration. Ce n'est que le PPF dans ce cadre-là. Oui, c'est le schéma en Y qu'on a décrit tout à l'heure. Seul le PPF peut dialoguer avec l'administration fiscale.
Voilà, juste cette petite précision faite. On va donc passer maintenant sur le dispositif d'accompagnement. On voit bien que les questions, ça va être un petit peu compliqué. Est-ce qu'on peut peut-être parler rapidement? Je crois que ce qui va être important du coup, c'est que vous allez recevoir la présentation, donc vous pourrez la lire en termes d'accompagnement et là, vous allez pouvoir récupérer l'ensemble de la documentation. Je tiens à souligner l'excellent travail fait par la DGFiP et l'AIFE dans ce cadre-là, et on essaye, nous, à notre propre échelle, de pouvoir y contribuer un tout petit peu. Mais ce qui va être important, c'est peut-être reparler, de se focaliser uniquement sur cette partie phase d'accompagnement et surtout, bon, les Akhenaton, on l'a vu, c'est de parler, j'allais y venir, de cette phase pilote pour terminer. Juste pour redire un tout petit peu les choses, pour ceux qui souhaitent participer. J'ai une question qui a été posée dans le chat, donc je la pose. Est-ce qu'une personne qui est en dehors de la France, par exemple un opérateur de dématérialisation ou un futur potentiel candidat PDP sera en capacité d'être chef d'équipe? Il n'y a pas forcément de notion franco-français par rapport à ça. Et je vous laisse juste introduire cette phase pilote. Alors, je vais commencer. Donc, bon, je vais pas vous refaire l'histoire du pourquoi on fait une phase pilote. Je pense que tout le monde connaît l'histoire. Donc, effectivement, l'objectif, ça va être de tester pas mal de cas de gestion, etc. Pour revenir, et du coup, vous pouvez passer à la slide suivante sur la notion de chef de file. Effectivement, c'est compliqué de se déclarer pilote tout seul dans son coin, parce qu'en fait, il y a un émetteur, il y a quelqu'un qui est un destinataire de facture, et puis il y a des cas de gestion parfois qui intègrent même d'autres acteurs. Donc, si vous allez voir les spécifications externes, vous allez voir, il y a quand même beaucoup de cas de gestion. Alors, on est conscient qu'on va peut-être pas pouvoir tous les tester pendant cette phase pilote, mais on aimerait en tester un maximum, voir si ça fonctionne correctement et est-ce que c'est facile d'utilisation, etc., etc. Donc, effectivement, il y a une notion de chef de file où, en gros, une PDP ou un candidat PDP, parce qu'encore une fois, il n'y a pas encore de PDP, va pouvoir être chef de file, ou une grande entreprise qui va ramener un certain nombre de ses destinataires de factures. L'idée, c'est de faire des grappes de façon à venir en groupe lors de cette phase pilote. Ce chef de file, effectivement, peut être un candidat PDP, pas de problème. Et effectivement, il aura un objectif également. Nous, on va accompagner cette phase pilote. Il y a un gros dispositif qui va être mis en place. Pour autant, le chef de file doit aussi animer sa grappe. Et c'est là tout l'enjeu et la difficulté de cette grappe. Oui, le chef d'équipe, de ce que j'ai compris du dernier GT en résumé, c'est que effectivement, c'est le chef d'équipe qui participera à l'ensemble des réunions avec l'AIFE et la DGFiP. Les autres équipes, d'ailleurs, je crois qu'au départ, puisque c'est à la fin du mois que se fermera en fait les candidatures, donc à vos stylos par rapport à la lettre de motivation. Si on est PDP candidat, on sera obligatoirement chef d'équipe, évidemment. OD, c'est aussi préférable. Et dans ce cadre-là, l'équipe ne peut ne pas être forcément au complet au démarrage. Par contre, le chef d'équipe se doit d'être là. Et il faut rajouter en marge quand même. Si on vient avec qu'un seul joueur sur 11, on aura du mal à gagner un match de football. Donc, c'est un petit peu le même principe. Ouais, c'est tout à fait ça. Je pense que faut se laisser aussi de la souplesse. C'est compliqué, puis peut-être que certains de vos destinataires de facture ou au contraire de l'autre côté en émission qui seraient dans votre grappe, est peut-être pas forcément prêt tout de suite, ou peut-être que il va être prêt un mois après, ou peut-être que il facture pas non plus tous les jours. Donc faut être assez souple. Je pense que l'idée c'est d'avoir un maximum quand même d'entreprises dans cette phase pilote, de façon à sécuriser le dispositif pour le 1er juillet 2024. Donc allez-y, n'ayez pas peur, inscrivez-vous d'ici la fin du mois, déposez vos dossiers, on vous y encourage très très fortement. Merci. J'ai donc, pour terminer là-dessus, deux questions. La deuxième question, ce sera effectivement s'il y a peut-être des cas d'usage qui sont intéressants. Je sais que dans la salle, on a des gens qui travaillent dans l'immobilier avec des choses un petit peu complexes en termes d'émissions, avec dans un écosystème de B2B, de B2C, avec les copropriétés, avec les syndics, ce genre de choses. Donc, on peut être vite rentré. Ça peut être intéressant pour vous d'avoir ce type de cas d'usage. Et le deuxième, j'ai oublié ma question. C'est pas grave.
Peut-être par rapport à ça, est-ce qu'il y a des cas d'usage que vous souhaitez mettre en avant pour dire ah oui, c'est de rappeler la date finale parce que je l'ai pas en tête pour déposer les Je dossiers. crois que c'est 26 de mémoire. 26. Voilà. Est-ce qu'il reste des cas d'usage que vous souhaitez mettre en avant peut-être? Alors, je les connais plus de tête, alors je vous prie de m'excuser. Mais effectivement, si vous avez des cas d'usage, typiquement, hein, vous parliez des syndics, etc., où en fait on a plusieurs acteurs, où effectivement le B2C, le B2B, c'est pas forcément toujours très limpide et très simple de savoir est-ce qu'on est en e-reporting, est-ce qu'on est en e-invoicing. N'hésitez pas parce qu'effectivement on va avoir hein, dans la phase pilote des cas classiques. Donc ça, je pense que, et puis même ne serait-ce que par nos propres tests, on est plutôt rassurés et ça se passera bien. Par contre, effectivement, sur les cas un petit peu plus complexes, ça peut vraiment être intéressant, même pour vous et surtout pour vous en réalité, de voir est-ce que vos process et est-ce que vos process de facturation et de dématérialisation, est-ce que ça va correctement se passer au 1er juillet 2024. Donc, vous aurez un accompagnement un peu plus VIP si vous êtes au pilote. Une dernière question avant de prendre juste une question dans la salle et ça sera terminé. On est bien d'accord qu'il existera en parallèle de la phase de pilote, pour tous ceux qui ne seront pas retenus, un portail de qualification. Alors, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y aura un délai d'1 mois entre ceux qui participeront à la phase pilote et ceux qui, effectivement, ne participeront pas à la phase pilote, qui seront donc en possibilité de recevoir l'annuaire. On en a parlé au 1er janvier, enfin début janvier. Alors, il y a une plateforme de qualification qui va être mise en place au 1er décembre 2023. Ce portail de qualification n'a aucune donnée de production. Ce sont que des données de test. L'objectif de ce portail de qualification, c'est vraiment de tester vos appels API ou vos flux EDI ou tout simplement vous former un petit peu sur le portail de façon à vous préparer pour soit la phase pilote qui arrive 1 mois après, soit pour le déploiement qui arrive 7 mois après. D'accord. Donc, on est bien d'accord que on fait les tests de qualification comme on fait aujourd'hui avec Chorus Pro, en fait, un pas plus. On fait les tests de qualification. Derrière, on fait les tests, on va mettre en production et on tournera la clé de contact uniquement au 1er juillet. C'est ça. Pour le portail de production. C'est ça? C'est ça. Un grand merci. Je prends une question dans la salle et puis on en a terminé avec vous. Un grand merci d'avoir participé à cette conférence, Sabrina et Mathieu. Merci beaucoup. On a eu très peu de temps, je tiens à le signaler, pour préparer cette conférence. Et ça s'est fait même derrière, à la dernière minute, un petit peu hier. Donc, un grand merci. Est-ce que dans la salle, il y a quelqu'un qui a une question qui souhaite apporter? C'est tant mieux parce qu'on a un peu dépassé le temps. Tant mieux. Alors, on a eu beaucoup de questions. J'ai essayé de les insérer effectivement dans notre conversation, donc ça a pris un tout petit peu plus de temps. On reviendra, on se fait un point d'honneur en fait de revenir sur l'ensemble des questions qui ont été posées, à part le pelle et l'assaut de Marc Wolf, encore une fois, qui a voulu se démarquer. Mais sinon, on reviendra à l'ensemble des questions qui ont été posées au cours de cette présentation. Et pour terminer, donc, n'oubliez pas l'ensemble de la documentation qui se trouve sur le site d'impôt.gouv.fr. On trouve beaucoup de choses, mais au moins on trouve l'information. Donc, n'hésitez pas à travailler avec les partenaires type OD ou autres, les opérateurs de dématérialisation même, et qui vont aussi proposer la PDP pour pouvoir naviguer au sein de cela. Mais on trouve toutes les informations à disposition. Oui, peut-être une seule chose, c'est important, on a une nouvelle version des spécifications externes qui arrive d'ici la fin du mois de juin. Donc voilà, on espère vous mettre, comme promis, à disposition les premiers Swagger pour les appels API, et puis vous allez avoir quelques compléments sur certains cas d'usage, notamment sur la gestion des rejets, des refus, etc. Donc voilà, on fera un post LinkedIn ou autre, une communication lorsque ça sera fait, mais avant la fin du mois de juin. Voilà, la communauté de relais, donc faisant partie aussi effectivement du groupe utilisateur de Chorus Pro, on a rejoint cette communauté de relais par rapport à ça, et on va effectivement, à travers cette communauté de relais, tous ensemble, nous sommes en mission pour d'un point de vue pédagogique aussi, et il y a plein d'informations là-dessus qui vont être que vous pouvez récupérer sur le Lab Chorus aujourd'hui. Donc n'hésitez pas. Un grand merci à tous pour ceux qui à distance ont pu assister avec quelques petits soucis d'audio.
nous vous prions de nous en excuser. Vous allez recevoir le replay. On va essayer de travailler cette partie audio pour ceux qui ont dû quitter la séance parce que c'était un petit peu trop pénible. Et sinon, par contre, toute notre discussion, pour moi, n'a absolument pas été pénible. Et je vous en remercie encore une fois, Sabrina et Mathieu, pour cette participation. Et merci à tous d'avoir assisté à cette conférence, aussi en présentiel. Hein. Je ne vous oublie pas ici. Merci à tous. On vous fait un grand salut. Merci, au revoir. Au revoir. À très bientôt.